Le suivi pour jouer la transparence. Il y avait une demande par rapport au PV de collège, donc le fait qu'il puisse être disponible. Donc on n'a pas eu la commune de l'Aube, mais on a eu l'Union des villes, et donc ça va être possible. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un onglet dans IA d'élite, donc vous avez tous accès. Comment Il y a des libres. Il y a des libres, voilà, comme délibération. Et donc il y aura un onglet, il est déjà visible. Et donc le lendemain du collège, vous aurez accès au PV du collège. Il y aura aussi une modification du ROI au mois de mars par rapport à... Ça vous plaît ? Non, excuse-moi. Parce que Bernard dit c'est déjà visible, je suis dessus, je vois, dit on voit conseil, on ne voit pas encore collège. Ça va arriver. C'est document. Il y a document. Pas document. Mais il n'y a encore rien pour le moment. Et ce sera posté dès l'approbation du PV. Donc voilà. La seule chose, c'est qu'on en profitera alors pour rayer ce qui est de registre, comment on dit, général. Tout ce qui est registre population, radiation de personnes qui... tout ce qui touche aux personnes. Donc voilà. Mais donc à partir, à mon avis, de mars la fois prochaine, ce sera bon. Donc il y aura le changement de règlement, la validation du PV la fois prochaine. Et donc on mettra les PV du collège à ce moment-là. Je rappelle qu'ils sont toujours disponibles via consultation ici à la commune. Il y avait aussi une demande par rapport au hangar communal. Qu'est-ce qu'on a mis en place par rapport à la sécurité générale suite au vol qu'on avait eu. Donc simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas donner de mauvaises nouvelles, de mauvaises idées aux voleurs qui nous regarderaient. Mais je doute qui nous regardent. Quoi ? On peut peut-être le dire en huis clos. Non, parce que je veux qu'ils sachent que c'est bien renforcé. Donc je veux que les gens sachent que venir voler au hangar communal, maintenant, ça va être chaud. Il faut vraiment se... Et donc, il y a eu des déplacements de centrales d'alarme, il y a des détecteurs anti-masse maintenant, donc même si on met quelque chose devant, ils voient. Il y a des détecteurs supplémentaires intérieurs, extérieurs. Il y a des caméras qui sont encore mises à l'extérieur, renforcement des portes. Donc non, moi je veux qu'on sache que justement on a renforcé, que ça ne sert plus à rien de venir au hangar communal, parce qu'à mon avis, ça risque de sonner l'alarme. Donc voilà. Mais si vous voulez plus d'informations, j'en parlerai par contre en huis clos, exactement où sont mis les détecteurs, etc. Troisième élément, juste vous rappeler qu'il y a une conférence sur le tabac le 10 mars. Il y a une conférence sur le burn-out, et donc comme chaque fois on essaie de faire une conférence chaque mois, et donc qui a lieu à la maison de Villers-Pérouin à 19h, 18h, voilà. Vous dire aussi qu'il y a eu un tout de boîte qui a été lancé, qu'il y a l'enquête publique sur l'aéroport de Charleroi, l'extension de la durée de l'exploitation de l'aéroport de Charleroi. Donc si vous voulez réagir, il y a possibilité de réagir jusqu'à fin février de mémoire. Également par rapport au vol sur la commune des Bonvillers, peut-être petite mise au point, parce que beaucoup de gens en parlent sur les réseaux, et donc profiter du conseil, un endroit où on peut parler moins dans l'émotion et plus de la raison, expliquer un peu les chiffres, et ça va pas durer très longtemps. Donc je ne sais pas si vous avez vu, je suppose que vous avez vu, parce que vous ne vivez pas sur une île, et donc il y a eu 2 vols de portières et une voiture désossée. Donc fatalement les images tournent sur les réseaux, donc ça fait beaucoup d'émoi dans la population. C'est toujours un vol de trop, donc je ne suis pas en train d'ici minimiser. Mais du coup, on est victime, entre guillemets, d'une bande française qui a été un peu partout en Wallonie et même en Flandre. Ils n'ont plus l'air d'être là pour le moment, vu qu'on n'a plus de voitures désossées. Ils s'intéressent surtout aux Mercedes. Où il semblerait que les portières soient facilement vendables au marché noir. C'est plus ou moins 1 000 € la portière. Donc ça, vous savez tout. Donc voilà, juste en termes de gestion de l'info et d'explication. Donc, vous rappelez qu'il y a eu une réunion sur la criminalité au mois de novembre, où on a quand même eu pas mal de personnes. Elle a été aussi publiée sur les réseaux et sur YouTube. Vous rappelez donc les 2-3 choses qui ressortaient de là-bas. Donc ils ont fait ils ont donné toute une série d'informations par rapport à la mobilité, par rapport aux accidents, par rapport à la criminalité, etc.
rappeler qu'il y avait 3 éléments, et ça, je pense qu'il faut le rappeler à la population, c'est les voisins veillent, le fameux PLP. Donc si les gens veulent se mettre ensemble, des riverains veulent se mettre ensemble, ils peuvent se mettre ensemble. D'ailleurs, j'ai 2 demandes, 2 quartiers pour l'instant qui sont en cours. Sachant qu'on avait déjà fait cette même réunion il y a 5 ans, et il y a eu peu de gens et peu de demandes, mais vu l'actualité, on a des demandes supplémentaires. C'est quoi le principe? Ce sont des riverains qui se mettent ensemble, ils échangent entre eux leurs coordonnées, donc un groupe Facebook, un groupe Messenger, même une adresse mail, peu importe, et ils veillent l'un sur l'autre. Et donc la personne qui fait du télétravail, qui sait que son voisin d'en face est parti travailler, il voit quelqu'un qui rentre, il va trouver ça bizarre. Et donc ça permet de pouvoir s'échanger des informations. Et aussi il y a une personne qui est responsable, quelqu'un qui n'est pas shérif, hein, donc quelqu'un qui a les frites dans le même sac chaud, parce qu'il ne faut pas quelqu'un qui commence à faire le cow-boy, et qui puisse avoir un contact régulier et direct avec l'agent de quartier. Donc il a un canal privilégié avec l'agent de quartier. Et en plus de ça c'est plutôt de dissuasion des voleurs, c'est que à l'entrée et à la sortie du quartier, il y a un panneau, les voisins veillent. Les voleurs connaissent ça habituellement, vu qu'il y en a un peu partout en Wallonie, même dans d'autres régions que la Wallonie. Ça, c'est un élément supplémentaire. Deuxième élément, quand les gens partent en vacances, ils peuvent prévenir la police de proximité, et donc ils peuvent mettre dans leur tournée le fait de passer chez l'habitant en vacances. Alors, ils ne vont pas tomber sur le fait accompli, mais s'il y a une porte ouverte, etc., ils pourront prévenir des gens qui laissent leur maison pendant 1 semaine, 2 semaines sans surveillance, où il n'y a personne qui vient. Et le troisième point, c'est la police peut venir chez l'habitant pour donner des conseils. On appelle ça des techniciens en technoprévention, et qui viennent expliquer, votre porte de derrière elle est vraiment fragile, il faudrait la renforcer, vous devriez faire ci, faire ça, etc. Et donc là, pour l'instant, ils ont plus de demandes, fatalement, vu qu'il y a des personnes qui regardent les réseaux sociaux et qui ont l'impression qu'on vit à Chicago. Et c'est vrai que c'est assez anxieux quand on regarde les réseaux sociaux. Simplement, je pense qu'on a collectivement un devoir de calmer les choses, indépendamment du fait qu'on peut parler de l'éclairage et des caméras, j'en reviendrai après. Mais on n'a jamais si peu volé au Bonvillers. Et donc, chaque vol est un vol de trop, mais par rapport aux stats d'il y a 6, 7, 8, 9 ou 10 ans, on a diminué et on a une tendance à la stagnation. Alors, c'est toujours des vols de trop. Donc, juste pour info, par exemple, il y en avait en 2017 115, en 2018 161, en 2019 97. Et quand je parle des vols, c'est vols, tentatives de vol, dans habitation, de voiture, dans voiture ou sur une voiture. Donc, tout est cumulé, j'ai tout cumulé. En 2022, il y en avait 67, en 2023, 74, en 2024, 83, et en 2025, sur base des chiffres qu'on a, si on fait une règle de 3, alors ça ne veut pas dire charrette, mais on serait sur 72. Et donc, un élément important, ce qui a été aussi présenté aussi à la réunion de criminalité, c'est qu'il y a des moments quand on vole. Il y a des moments quand on vole, surtout au mois de décembre, surtout au mois de janvier. Et on vole aussi à des moments de la journée. Le dimanche, on ne vole pas. En fait, les voleurs, comme tout le monde, est chez lui. Il profite de son dimanche. Et donc, on vole souvent le samedi soir. Et donc, tout ça a été présenté à des moments, a été présenté dans la réunion citoyenne. Par rapport à l'éclairage public. Donc, comme on s'était engagé dans le bulletin communal et dans notre note de politique générale, c'est de faire un référendum. Alors, ça ne coûtera pas le prix d'un référendum, mais on s'engage à appliquer la décision de la population. Donc, il y aura possibilité de faire de manière écrite, donc c'est-à-dire par courrier ou de manière électronique via It's Me. Et donc, on a un nouveau téléservice que vous avez peut-être vu qui est sorti. Et donc, l'idée, c'est que les gens puissent choisir. Il y aura un argument pour et des arguments contre. On va être factuel. Alors, il y a un élément, j'ai eu des questions me disant, mais est-ce que ça coûte moins cher maintenant
de diminuer l'éclairage public de minuit à 5 heures en semaine, je peux déjà vous répondre que non, ça n'a plus d'économie à la fois d'énergie et budgétaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme nous allons passer au LED et on termine ici, le rallumage et d'éteindre et rallumer le LED, en fait, il n'y a quasiment plus aucune différence le temps que ça chauffe, etc. Et donc, il n'y a plus de raison, en tout cas économique et, on va dire, d'énergie. Par contre, il y a des raisons, il y a d'autres personnes, parce que on fait souvent le test quand il y a une grande audience. C'est très partagé entre les personnes qui veulent rallumer l'éclairage public et les autres qui veulent le garder éteint. Et par exemple, l'argument qui ressort, c'est soit la biodiversité ou des gens qui dorment mieux. Et donc voilà, l'argument négatif, c'est qu'il y a un sentiment d'insécurité. Il y a, dans les statistiques, donc le fait qu'il y ait de l'éclairage public ou non, il n'y a pas plus ou moins de vols, en tout cas on ne sait pas le prouver. Par contre, il y a un sentiment d'insécurité, je pense, chez les personnes seules et qu'il faut aussi entendre. Donc il y aura des points positifs et négatifs et les gens choisiront. J'ai bien ma petite idée, moi, ce que j'aimerais bien faire, mais on l'avait mis, que c'est la population qui déciderait. La deuxième chose aussi par rapport à la sécurité, c'est de pouvoir ajouter des caméras sur la voie publique. Donc des caméras, non pas pour les déchets sauvages, même si ça peut aider, mais des caméras pour des points, on va dire, des points noirs, ou des points où il y a de la population, de l'agitement, etc., et des points pour quadriller le territoire. Quadriller le territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un vole dans une habitation, eh bien, on puisse avoir un degré de caméra qui permet, infrarouge, donc indépendamment de l'éclairage public rallumé ou pas, de pouvoir zoomer sur la caméra et de pouvoir alors retrouver la plaque d'immatriculation, le propriétaire, puis faire un croisement avec le GSM pour prouver qu'il était là, enfin bref. Sauf que la police nous dit quand même que la plupart des gens ont des plaques volées, donc c'est pas non plus charrette, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de vols. Et ça aussi, les gens pourront choisir plus et moins, parce que dans la population, il y a des gens qui ne supportent pas d'être filmés sur la voie publique pour des questions d'RGPD ou d'autres. Et c'est aussi un coût. Il faut savoir que mettre des caméras, si c'est pour mettre des caméras qui permettent de lire des plaques d'immatriculation, c'est un coût. On parle de 15 à 16 000 euros la caméra, hein, donc c'est quand même énorme. Si on veut quadriller les Bonvillers, il faut au moins en mettre 10, 15, plus les connexions directement au poste de Fleurus, etc. Donc c'est quand même un coût d'au moins 300 000 euros. Pour une petite dizaine de caméras. Donc tout ça sera objectivé. Il y aura une réunion citoyenne qui présentera tout ça, les pour, les contre. Et après, les gens pourront voter. Ils auront 15 jours ou 3 semaines. On n'a pas encore décidé des modalités. Et ils pourront mettre en œuvre ou pas la politique. Ça fait partie aussi de notre programme d'essayer de donner plus de pouvoir aux citoyens sur des choix. Et on a décidé de prendre ces deux choix qui sont peut-être liés à la sécurité, parce que c'était le moment où on avait déjà décidé de faire l'éclairage public. Voilà. Par rapport à la criminalité, et je pense que c'est tout. Ah oui, par rapport aux caméras pour les déchets sauvages, j'en parlerai à huis clos. Voilà. Ok, je ne sais pas si vous voulez réagir. Vas-y. Voilà, juste deux questions. Pratiquement parlant, vous comptez informer comment alors la population de ces enquêtes, cette possibilité de donner son avis? C'est pas toujours simple de donner l'info et que tout le monde l'ait eu. Mais donc l'idée, c'est clairement de faire un tout-boîte uniquement là-dessus, plus communication sur les réseaux, réunion citoyenne pour débuter, et puis laisser un temps pour pouvoir voter. La seule chose qu'on s'est pris un peu la tête, c'est qu'on voulait permettre d'abord, que les gens ne puissent pas tricher. Et donc, on a trouvé le moyen, et quelque chose qui ne coûte rien à la commune. Pas tricher, ça veut dire quelqu'un qui pourrait voter 10 fois, quoi. Voilà. Yes. Oui, non, c'est ça. Et donc, c'est partie de mes questions. Et donc, en fait, on a mis en place le téléservice en fin. Donc, il y a toute une série, d'ailleurs, il y a une communication qui est partie dans le toute boîte, enfin le bulletin communal. Et donc il va être lancé ici en février ou mars, où tu peux avoir toute une série de documents, et tu dois
tu dois te plugger via Itsme ou via ta carte d'identité. Et donc maintenant, on sait relier quelqu'un sur Internet à sa carte d'identité. Alors quelqu'un pourra toujours prendre 10 cartes d'identité et le faire, mais ce sont des gens qui habitent les Bonvillers, donc à la limite, pourquoi pas, enfin, pas de souci par rapport à ça. Et puis une manière de venir plutôt à la commune des personnes qui ne seraient pas, qui ne s'y connaîtraient pas en informatique, qui puissent soit venir le faire avec quelqu'un de la commune, et puis on ne regarderait pas quand ils votent, ou un moyen plutôt courrier où on vote, et alors il marque son numéro de registre national, et alors on verra un double check pour pas que quelqu'un ait voté. Donc, une fois en papier, une fois. Mais donc, on n'a pas mis de limite, et on ne va pas mettre de limite, à mon avis, sur le nombre de personnes qui doivent réagir. On s'est juste dit que, voilà, s'il y a 500, 1000, 1500, 2000 personnes qui interviennent, c'est la majorité qui l'emporte. Et on va essayer d'être le plus factuel possible. Et dans notre groupe, réellement, il y a du pour et du contre, et donc il n'y a pas une unanimité sur un point que l'autre, et donc c'est vraiment ouvert. Nous, ce qu'on dit juste simplement, c'est qu'on appliquera la décision qui est prise par les Bonvillers. Donc on attend de mettre tout ça en œuvre dans un délai d'ici 2 mois. Il y a quelque chose qui bouge. L'idée, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est lancer après les vacances de carnaval la communication par rapport à ça. Et alors avoir, à mon avis, mi-mars ou dans le deuxième quinzaine de mars, une réunion citoyenne, encore à fixer, ça sera peut-être début avril ou fin mars, mais c'est dans ces eaux-là. Et l'idée, c'est de laisser un temps pour permettre à tout le monde de pouvoir voter et qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Et puis on applique et remettre en place l'éclairage public, ça peut aller très vite. Il suffit juste d'un coup de téléphone, mais ça a un coût. Hein, donc ça coûte 9 000 € de rallumer l'éclairage public, il faut le savoir. Donc ça a été gratuit quand ils l'ont éteint, mais maintenant pour rallumer c'est 9 000 €. Et donc ça fera partie des arguments pour et contre. Oui, parce qu'en fait, ils doivent toucher à 44 horloges pour rallumer l'éclairage public. Et donc, c'est un coût de main-d'œuvre. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Et pour les caméras, si c'est décidé, ça veut dire qu'il faudra le prévoir, il faut faire un marché, etc. Donc, avant qu'on ait caméras, si les gens décident d'y aller, on est plutôt sur fin 2025, début 2026. Voilà. Ok. Plus d'autres réactions pour le moment? Parfait. Mais donc si ça vous va, on va voter l'ajout en urgence de 2 points, mais que je n'ai pas devant moi. Ah pardon, ils sont ici. Qui sont, donc il y a... Merci. Alors un point concernant une interpellation citoyenne de M. Ratadier sur les politiques environnementales, sanitaires et économiques. Et le château de Dobelair, donc le mandat de gestion pour la finalisation de la seconde aile. Donc voilà, ici on va vous demander de voter simplement pour rajouter ces points en urgence, mais ils seront traités en fin de séance. Mathieu? Oui. 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 Et oui. Alors, ensuite, le point suivant, je remplace mes petites affaires. Oui, mais on se comprend. Le point 1, donc le procès verbal de la séance du Conseil communal du 20 janvier 2025. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport au PV? Oui. S'il te plaît. Je t'en prie. Juste par rapport au 23e objet, donc concernant la CLDR, là, il est juste mentionné qu'on réduit le quart communal. Je pense que c'est important qu'on garde en tête, nous on l'avait suggéré, que dès que c'est possible, et peut-être moyennant des démarches peut-être un peu moins lourdes, on l'entend bien, mais qu'on pense à garder ce quart communal, ces 3 quarts plutôt citoyens le plus large possible. C'est quand même un lieu de débat sur des projets qui touchent directement les gens. Et c'est à mon avis encore mieux qu'une réunion citoyenne, parce que là les gens vraiment ils viennent dans l'idée d'en discuter et suivent les projets les uns après les autres. Et donc je crois qu'on l'a encore vu cette semaine à la CLDR, ça a largement débattu. Et c'est vraiment important de garder cette notion et cette possibilité de réélargir. Oui, donc vous aviez fait effectivement une observation c'est pas là-dessus. noté. C'est pas noté dedans? Ok, bah ça va, on va le rajouter. Merci. Pas de souci. Sinon, c'est rien d'autre? Parfait. Mathieu? Oui. 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 Et oui.
Alors, ensuite, on est au point 2. Donc, c'est la prestation de serment de la directrice financière faisant fonction. Donc, vous savez que notre directeur financier statutaire est parti et... donc, je peux citer son nom, Bien sûr. Sandra Boucchio donc, a accepté de relever le défi et de faire fonction pendant un certain temps. Et donc, comme c'est plus d'1 mois, elle doit prêter serment dans les mains de la présidente. Moi, j'ai cet énorme honneur. Et donc, tu peux approcher, Sandra, comme ça. Quand tu veux. Laisse-lui une Ah oui, temps quand tout le monde est prêt, quoi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et on te souhaite beaucoup de succès dans ta fonction et on est certain que tu feras très bien ça. Merci. C'est toi qui as signé alors, je pense. Ah oui? Il y en a 2. Toujours. Qui pourrait être encadré. Oui, il y en a pas. S'il te plaît. Voilà. Merci. Merci. Pardon. Alors, donc il n'y avait pas de vote sur ce point-là. L'objet numéro 3, ça concerne donc la communication des décisions de tutelle. Donc il y a plusieurs décisions approuvées. Le budget de la régie foncière pour l'exercice 2025. La délibération donc pour les taxes redevances pour les documents administratifs quelconques. La délibération pour la redevance sur la confection d'un dossier de mariage et de cohabitation. Et l'avenant 9 pour la rénovation du château de Dobelair. Donc, toutes ces décisions sont approuvées. Le budget de la commune pour l'exercice 2025 est réformé pour des montants, c'est lié aussi à la réformation de l'AMB la dernière fois, de environ 400 € à l'ordinaire et à l'extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des observations, je suppose que oui, donc je vous laisse la parole. Merci Anne-Laure. Ben oui, il y a une remarque, c'est toujours la même, et donc j'ai un peu l'impression de me répéter, excusez-moi, mais c'est quand même la 6e fois maintenant qu'on reçoit ce courrier qui nous met quand même en garde et qui dit effectivement qu'il y a eu un échelonnement de la dette, ça a permis une diminution pendant 7 ans, que ça va se compliquer entre 2027 et 2046. Mais je connais aussi la réponse qu'on aura, donc je ne vais pas m'étendre. J'imagine que le CRAC dit une fois de plus n'importe quoi. Et donc, nous, tout ce qu'on dit, c'est on attend 2027 à 2046 en espérant que tout ira bien. Et voilà, on va pas... Ça devient une blague, hein, finalement. Mais je vais te répondre quand même. Voilà. Il faut répondre sérieusement, effectivement. Mais donc, c'est pas le CRAC ici. Donc, le CRAC ne réagit plus. Ici, c'est le SPOI-IAS. Et en fait, j'avoue ne pas comprendre le remarque, parce que c'est une remarque quand a eu lieu le rééchelonnement de la dette qu'il ne faisait pas, et maintenant il la refond. Déjà dit une fois. Oui, il l'a dit une fois, mais il l'a dit en 2023, mais le rééchelonnement de la dette, il a eu lieu en 2019, en juin 2019. Et ce qui ne prend pas en compte, je vais quand même le dire parce que c'est quand même important, on fait moins 978 000 plus 1 296 000. Donc ça coûte de l'argent d'avoir rééchelonné la dette. On est bien d'accord avec ça, ça coûte plus ou moins 300 000 €. Mais 1 296 000 entre 2027 et 2047, 2027 et 2046, pardon, ou 2040, je ne sais plus, 46, oui, ça ne vaut pas 1 euro de 2019. Et donc, en fait, ça veut dire que, dans les faits, 1 euro de 2019 vaut peut-être en 2047 40 cents. Et donc, ce qu'ils racontent là, j'avoue ne pas comprendre pourquoi ils font ça. Et la deuxième chose, on peut parler de la deuxième remarque, ils expliquent aussi que si on remboursait toute la dette d'un coup, Oui, mais j'ai bien compris. Mais on ne serait pas la rembourser. Mais personne, qui dans la salle s'est remboursé sa maison en une fois? Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la situation s'améliore lors des futurs budgets trajectoires actualisés. Ça, il faut le dire aussi. Et donc voilà, rendez-vous en 2027. Mais ce que je pense, c'est que ils n'ont pas capté le facteur d'actualisation, mais à mon avis, c'est parce qu'ils ne vont jamais sur le terrain, donc ils ne comprennent pas trop. Après, ça reste l'énorme débat, mais tout le monde sait que si tu empruntes de l'argent sur un temps plus long, ça te coûte finalement plus cher, même si l'argent diminue. Ça coûte 300 000, Eh bien, mais ça coûte moins cher in fine.
Oui, enfin, on a tous à peu près emprunté pour construire nos maisons. On a quand même vu que si on empruntait à 15 ans ou à 20 ans ou à 30 ans, c'était pas la même chose. Mais bon, voilà. Ok, mais voilà, vivement la MB 2025. Point 4, c'était une communication, donc pas de vote. Mathieu, point 4, je te donne la parole. Point 4, oui, c'est une situation de caisse, donc c'est une obligation du directeur, de la directrice générale, mais c'est le directeur général qui a fait la situation de caisse au 31/12 parce que l'ancien directeur nous a quittés ici début février. Et donc c'est vérifié. Il est parti dans une autre commune. Ah oui, il ne nous a pas quittés, oui, il est parti dans une autre commune. Oui. On vérifie si les soldes des comptes financiers de la comptabilité correspondent aux soldes des comptes ouverts auprès des banques. Et ce qui est le cas. Donc voilà, c'est une obligation légale. Je ne sais pas s'il y a une information, non. C'est aussi une communication, donc pas de vote. L'objet numéro 5, donc le rapport annuel sur la remise d'avis de légalité par le directeur financier, Mathieu. Oui, mais donc ça c'est quelque chose qui vise à la transparence des décisions, des avis du directeur financier. Donc vous avez vu qu'il y avait des avis positifs ou avec remarques, très peu d'avis défavorables, donc ce qui est une progression par rapport à 2023, parce qu'on avait fait le même rapport en 2023, et le rapport de la fin dernière avait plus d'avis défavorables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le personnel communal devient plus professionnel et anticipe les remarques que le directeur financier va faire. Alors il y a toute une série de remarques qui sont là, donc vous avez pu en prendre connaissance. Ce qui est important à retenir, c'est que nous ne validons pas un point au collège si on ne répond pas à l'avis de l'égalité du directeur financier. Donc voilà. Donc c'est positif ou c'est avec remarques, et donc on demande que dans la délibération ou que l'annexe soit changée en fonction des remarques du directeur financier, ce qui sera le cas encore avec Sandra. Voilà. Pas de remarques. Ok. Donc c'était aussi une communication, une prise d'acte. Point 6, la délégation de signature du directeur financier suite au décret simplification administrative, Mathieu. Oui, c'est lié au décret simplification administrative, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a du changement dans l'équipe. Et donc on donne la délégation de signature à 2 agents. Je ne sais pas si je peux citer leur nom ou pas. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, ils sont marqués dedans, mais voilà, c'est une communication. Fatalement, Sandra avait cette délégation, mais comme elle devient directrice faisant fonction financière, elle doit donner la délégation à d'autres personnes. Et donc, il y a 2 personnes qui sont désignées pour la législature. Donc voilà, des gens du service finance. Ok, point 7, engagement de dépenses. Donc là, c'est une ratification pour l'application de l'article 14, paragraphe 2 du règlement de comptabilité communale. C'est moi? Oui. Ok. Engagement de dépenses, donc en fait, le budget n'a pas été validé dans les temps parce qu'il a été envoyé le 19 décembre. Il faut 30 jours à la tutelle pour qu'il soit validé. Et je pense qu'ils ont pris 15 jours de plus, donc c'est 45 jours ici. Et tant que la tutelle n'a pas validé, on travaille entre guillemets en 12e provisoire. Mais là, comme on utilisait l'argent qui a été prévu dans le budget, à la fois pour le sel de déneigement et pour la facture des vœux, on n'allait pas dire bon, on va faire les vœux au mois de février parce que... Et donc voilà, donc c'est 2 factures qui sont ratifiées par le Conseil. À la fois le sel de déneigement, souvenez-vous, on a eu un épisode neigeux au mois de janvier. On avait des stocks, on avait prévu un budget 2025, mais comme le budget a été validé fin janvier, début février, on a dû appliquer cet article 14, paragraphe 2. Voilà. Là, il y a un vote. Il y a un vote? Est-ce qu'il y a des réactions? Oui. 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 Et oui. Alors, l'objet 8, c'est encore toi, Mathieu. Régie foncière, les concessions des points financiers. Compte annuel de l'exercice 2024. Ouais, je pense qu'il faut retenir. Donc, pour rappel, la régie foncière, on en parle finalement, j'ai l'impression à chaque conseil de régie. La régie foncière est le véhicule financier qui s'occupe de vendre et d'acheter des terrains sur les Bonviers, mais principalement sur Fran et Gosli. Et il y a également toute une série de droits qui sont liés à ça, et notamment tout ce qui est droit d'usage lié au bail à ferme. Et donc il y a des recettes liées au bail à ferme. Il y a des dépenses liées en partie à la personne qui travaille pour pouvoir faire le budget, pour pouvoir
faire le travail de cette régie foncière. Il y a aussi ici des recettes de subsides et des compléments de recettes liées à des ventes de terrain. Et nous sommes à 155 000 € de bénéfices. Et donc ces bénéfices, qu'est-ce qui vont se passer? Ils vont venir s'intégrer au budget ordinaire 2025 en MB. Donc c'est les comptes 2024 qui viennent au budget ordinaire 2025. Ce qui est intéressant dans la régie foncière, c'est que c'est une recette exceptionnelle qu'on peut mettre à l'ordinaire. Et donc ça permet toujours de faire la point. Et souvenez-vous, dans la trajectoire budgétaire que nous avons présentée, il y a un montant de bénéfice de la régie foncière qui est lié finalement. On vend des terrains dont on n'a plus besoin et on rachète des terrains avec des subsides. Voilà. Dont on a besoin. Je ne sais pas si c'est une approbation. Je ne sais pas s'il y a des réactions de votre part. Non. Ok, Mathieu? Oui. 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 Et oui. Alors, point 9, CPS, donc c'est le budget 2025 du CPS. Je vais laisser Brahim expliquer ce point-là. Voilà, le budget de CPS, déjà, ça a été discuté au niveau du Conseil des affaires sociales du CPS, donc ça a été voté. Et le groupe des maires, donc, il a fait 3-4 remarques, voilà, qu'on a pris en considération et tout, qu'on a intégré dans le PV. Donc voilà. Réaction? Donc, voilà. Je termine, après je te laisse la fin. Voilà. Donc ici le budget donc, de l'exercice 2025 présente donc, à l'ordinaire un total de 2 646 824 et en dépenses 2 millions, donc le même montant de 2 646 824. Donc la dotation communale s'élève à 960 000 €. Donc voilà, donc il a été ici, voilà, donc c'est vraiment aussi une enveloppe figée, donc on tient une enveloppe fermée. Voilà, donc, mais après, donc chaque année, donc, en discutant donc, avec Mathieu, il y aura donc, toujours une indexation de 2% sur les 6 années à venir. Mais voilà, par contre, ici, c'est un budget, on ne sait jamais ce qu'on va nous retomber dessus, donc vu donc, la conjoncture actuelle. Voilà, on va être prudent et on va suivre ça vraiment de près. Il est tenu compte aussi donc ici, donc, au niveau du budget aussi, on a tenu aussi donc, en considération, comme au niveau pour le personnel communal, les chèques repas aussi, pour le personnel de CPAS. 2 points d'attention à souligner, donc c'est le remplacement du directeur financier à partir du mois de février, donc qui a été remplacé depuis le mois de février. Le poste a été budgétisé pour l'année 2025, on se dirige vers un remplacement, voilà, donc c'était déjà fait, donc on a un remplaçant. Le CPS mène et doit poursuivre la réflexion sur la continuité du service de livraison des repas à domicile. Et donc, pour le service extraordinaire, les travaux réalisés pour le bâtiment donc Jean-Baptiste Loriot sont financés en partie par un subside PCDR. Tout ce que je ne peux pas encore dire, donc des prévisions de dépenses ont été inscrites, l'aménagement d'un nouvel emplacement pour l'épicerie sociale, l'installation d'une nouvelle chaudière dans le bâtiment 14 et 16 rue du Français et la mise en conformité de bâtiments donc 4 et 16 donc suite à un rapport des pompiers, donc le 14 et 16 de la rue des Français. Voilà, T'as fini? Oui. Ouais. Okay, voilà. parfait. C'était débattu pas mal, donc voilà, donc on long et large au sein du Conseil des affaires sociales. C'est bon, il est allumé là, tu peux. Oui, simplement, on en a effectivement débattu. Nous, ce qui nous semblait important, c'est de faire part des remarques que l'on a fait à ce moment-là et qui sont actées dans le PV. Comme ça, tout le monde est au courant. Et notre groupe, il regrettait que la dotation qui était inscrite au budget initial de 2025, donc soit de 960 000 €, et ne reprennent pas le montant de la dernière dotation du budget 2024, 1 060 000 €. On en a discuté à ce moment-là. Voilà. On constate par ailleurs une progression de 34% du nombre de bénéficiaires entre 2024 et 2025. À cela s'ajoute l'annonce faite dans la note de politique générale de 2024, selon laquelle l'ensemble des compressions des coûts a déjà été réalisé. Et dans ce contexte-là, on ne comprenait pas très bien le calcul qui avait été fait pour le montant de la dotation.
Le deuxième point qu'on a soulevé, c'est notre interrogation relativement à la livraison des repas, avec tout ce qui s'est passé, en voyant que le budget passait de 75 000 € en MB2 2024 à 36 000 € ici au budget initial 2025. Ça a été aussi débattu, on en a rediscuté, il y a des points en Conseil de l'action sociale qui sont passés pour cela. De manière générale, on a fait remarquer aussi que la diminution des coûts d'énergie nous interpellait, d'autant plus que ceux-ci seront certainement impactés par la hausse des prix des marchés de l'énergie. Voilà. Et le dernier point qu'on a soulevé lors de la présentation du budget, c'est la budgétisation des dépenses sociales qui diminuait de près de 65 000 €, alors que le nombre de bénéficiaires avait augmenté de 34%. Voilà, c'est les remarques qu'on a formulées. Mais malgré tout ça, comme on l'a dit au Conseil de l'action sociale, on a l'espoir que les prévisions budgétaires pourront être respectées et que le bien-être des bénéficiaires et celui du personnel restera au cœur des préoccupations et qu'on continuera à travailler de concert pour que ça se passe bien. Voilà. Pour information, donc toutes les remarques que vous avez soulevées et tout, ils ont été actés, ils sont dans le PV. Oui, mais on trouvait important de pouvoir le partager, voilà, simplement. Donc on a tenu en compte, là, ça c'est acté et tout. Voilà. Ok, parfait, oui, je propose qu'on ne refasse pas tout le débat, peut-être juste un mot sur la dotation communale. Pour Mathieu, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Ouais, donc la dotation communale, donc, le budget a été fait avec la directrice générale du CPS. Elle a compris dans quel entre guillemets, jeu elle jouait. C'est pour ça aussi que la trajectoire est importante. Elle sait qu'elle doit rester dans son enveloppe, comme la RCA sait qu'elle doit rester dans son enveloppe, comme les pompiers ou la police doivent rester dans son enveloppe, même si je crains que pour la police, on va avoir des mauvaises nouvelles. Mais bon, l'idée c'est, on a fixé quelque chose qui était réalisable pour 2025, et après on a fixé 2% chaque année. De manière, même chose pour la trajectoire pour les fabriques d'église. On a fixé un montant 2025, on a mis 2% pour arrêter d'avoir le débat chaque année. Il faut responsabiliser les gens, chacun dans les structures, parce que finalement, on vient juste toquer à la commune, il me faut du personnel supplémentaire, etc. Je ne serai pas les payer. Mais à un moment, nous aussi, on a ce même problème. Et ces 2% de dotation, c'est ce qu'on s'applique également dans notre trajectoire budgétaire. En fait, globalement, c'est le personnel, parce que quand vous regardez le CPS, le RC, etc., c'est beaucoup du personnel. Et en fait, on a mis 2% aussi, donc on s'applique les mêmes règles. Et donc voilà. Après, je ne suis pas sourd au fait qu'il y a des décisions qui se prennent au niveau fédéral, et notamment liées au fait que potentiellement il y aurait des RS supplémentaires. A priori, ils ont prévu un budget complémentaire. Mais je pense que le budget qu'ils ont prévu est un budget prévu pour payer les RIS, mais pas pour du personnel supplémentaire. Et donc c'est tout ça, mais le temps qu'ils mettent ça en place, etc., on sera peut-être en 2026 ou 2027, on verra, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, pour 2025, le CPS pourra vivre avec 960 000 €. De toute façon, il y a toujours une clause de rendez-vous en MB. Sachant que les comptes 2024 vont arriver pour pouvoir alléger ou venir renforcer le budget en MB 2025 du CPS. C'est bon, plus de réactions. Alors, je propose qu'on vote. Mathieu ? Oui. 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 Oui, Oui. 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 Et oui. L'objet 10, c'est le statut administratif du personnel du CPS aussi, Brahim. Les deux points. Les deux ensemble, oui. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, statut administratif et statut pécuniaire, objet 11, donc pour le personnel du CPS. Vas-y. C'est le point 10 et 11 déjà, donc ce sont des points aussi qu'on a débattu très très longtemps, donc voilà, au niveau, voilà, ça prend beaucoup de choses. Et comme aussi, donc, ça a été fait au niveau de la commune, donc c'était fait au niveau de la commune, le CPS aussi doit passer aussi ces deux points. Et suite à une inspection en SS aussi, c'est pour mettre à jour tous les statuts, donc, au niveau de l'environnement de travail, au niveau pour tout ce qui est les statuts pécuniaires de personnel, la convention d'utilisation des véhicules, l'utilisation des smartphones, la convention de mettre à disposition de matériel informatique. Donc on a aussi été très débattu par rapport au tour. Les points, on les a
Et donc c'est juste pour la mise à jour de ce. Donc ce point aussi est déjà passé au Conseil d'action Conseil sociale d'action sociale. Les deux points, en COCOBA, comité de concertation de base. Et le 10 janvier 2025, voilà. Ok, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. Non, juste dire... Tu l'as éteint en fait. Écoute, c'est pas l'habitude. Juste dire non, on l'a débattu largement et on a bien compris que c'était une mise en conformité par rapport au personnel communal et ça permettait aussi au personnel du CPS de bénéficier des chèques repas. Donc ça nous semble logique qu'il y ait une uniformisation par rapport à cela. Voilà. C'est bien ça, mais donc si c'est ok pour tout le monde de voter le point 10 et 11 en même temps, Mathieu? Oui. 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 Et oui. L'objet 12, la ASB Les Petits Riens, renouvellement de la convention de collecte de textiles ménagers, collecte de textiles ménagers. Émilie. Voilà, c'est pour renouveler la convention pour 2 ans. Pour info, sur l'année 2024, il y a 51 tonnes de textiles qui ont été ramassées dans les Bonvillers. Et donc voilà. Donc c'est Juste pour information, dans les adresses, je ne sais pas si vous avez été lire les adresses où étaient placées les bulles. Il y a une faute d'orthographe dans l'adresse à la rue Ouestienne, c'est rue Castienne. Et l'emplacement, rue Léopold II, parking devant la police, c'est pas devant la police, c'est devant, côté CPAS, devant la commune, donc comme ça vous savez. Quoi? Non, c'est une autre convention, ça. Ouais. Oui, donc il y a une autre ASBL avec laquelle on a aussi une convention qui s'appelle ASBL Terre. Donc il s'agit bien ici des petits riens, voilà. Et donc c'est une convention qui avait été déjà conclue, enfin la dernière fois en 2021, qui avait été reconduite tacitement pour 2 ans, donc conclue pour 2 ans, reconduite tacitement 2 ans. Et ici on repasse la convention, donc pour 2 ans. Vous voyez notamment que ils s'engagent à venir vider les bulles une fois par semaine. Si elles sont pleines, on les appelle, on est 48 heures, ils viennent les vider. C'est ça, voilà. Donc il y a vraiment une problématique dans ce dossier, c'est que Les gens ne respectent pas. les Bonvillersois, ce sont des Bonvillersois, ne respectent pas, c'est une poignée à mon avis, ne respectent pas le fait que quand la bulle est pleine, tu ne mets pas à côté. Et donc, franchement, toutes les semaines, et surtout la bulle sur Melay, il y a les 2 bulles là qui sont... voilà, les gens continuent à mettre à côté. Donc le message à faire passer en tant que conseiller communal, c'est on ne met pas ces affaires à l'extérieur, on reprend chez soi, c'est vidé toutes les semaines. Et si il y a un trop-plein, on téléphone, il y a un gros GSM dessus. Franchement, ils sont assez réactifs. Mais c'est assez épuisant que les gens continuent, et même quand ils ont mis à côté, ne préviennent pas que la bulle est remplie. Et donc on se retrouve parfois avec... il suffit qu'ils aient un problème chez eux, pendant une semaine, tu as une sorte de déchets sauvages là, mais ce sont des vêtements, donc, mais ça fait quand même pas très sérieux, je trouve. Oui, mais c'est ça, j'avais la question, il me semblait, en lisant, ils s'engagent à passer plus qu'avant, non? C'était pas une fois par semaine? Si, c'était déjà une fois par semaine. Oui, je pense que ça n'a pas changé à ce niveau-là. Non, rien n'a changé. Mais, enfin, moi, je trouve qu'on les en voit fait, souvent. Si au moins les gens prennent... parce qu'en fait, les gens passent par moi, mais en fait... Moi, quand j'ai ça, je téléphone au gars et il vient... et moi, j'ai peut-être fait déjà ça 20 fois, mais c'est pas le rôle de bourgmestre de faire ça. C'est chacun individuellement de le faire. Et que les gens qui utilisent ça... Je rappelle que avant que nous arrivions, vous aviez décidé de retirer justement ces bulles pour cette raison-là. Parce que c'était du travail supplémentaire où en fait les gens ne respectaient pas. Et donc il faut taper sur le clou. Ouais, sensibilisation. Tu veux encore réagir, Marie-Cécile, ou je sais pas quelqu'un? Ok. Oui. Mathieu. Oui. 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 Et oui. L'objet 13, donc c'est le marché de travaux, un marché de travaux pour l'aménagement du parc de Dobelair, et c'est qui concerne plus particulièrement le parcours santé. Et donc ici, c'est l'admission de la dépense en application de l'article 13.11.5 du Code de la démocratie locale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais ça veut dire que normalement, ce parcours santé devait être attribué
au budget 2024. Mais comme il y avait eu des petites augmentations, le budget 2024 n'avait pas été suffisant pour pouvoir attribuer à ce moment-là. Et donc, ici, on le passe en 2025. Simplement, comme on pensait que ce serait attribué en 2024, il n'avait pas été prévu à l'initiale 2025. Enfin bref, il y a eu un quiproquo par rapport à ça. En tout cas, ce ne sera payé qu'une fois. Ça, c'est déjà bien. Et donc, c'est pour admission de la dépense en application de cet article-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Oui, en fait, on prévoit un budget, et puis en fait, on se rend compte qu'il manque 500 000 euros. Et donc, au niveau budgétaire, ce serait plus propre d'avoir mis, par exemple, ici 16 000 au lieu de 15 000. Mais si on attend, alors on perd l'attribution, les prix sont plus bons, ça a augmenté de 2%, etc. Donc on a décidé de prévoir, de faire la dépense, l'attribution en collège, et on repasse en conseil. Et donc c'est 518 euros supplémentaires qui manquait dans le budget pour pouvoir le faire. C'est ça, mais si on était attribué en janvier, ça permettait de garder les prix jusqu'à fin janvier, tandis que si on attendait la MB, il y avait potentiellement encore des augmentations, et donc c'était... Et donc on devra prévoir à l'ajustement budgétaire Bien les sûr. 518 euros manquants. Vas-y. Moi, j'avais une remarque un peu générale pour ce point-là, pour le 15e, le 16e et le 17e, par rapport justement au fait d'invoquer cet article 13.11.5 du CDLD, donc qui parle bien de la notion d'urgence. Et donc, dans ce cas-ci, on trouve que c'est un peu exagéré d'utiliser cette notion d'urgence ou de raison impérieuse. Par exemple, oui, d'accord, on entend bien, ça a augmenté, mais on le savait. Alors ici, dans ce cas-ci, on parle de 500 euros, on est d'accord, c'est un montant ridicule, on pourrait laisser tomber, mais simplement, nous, on est un peu... perturbé par cette façon d'utiliser cet article un petit peu à tour de bras, parce que c'est quand même pas la première fois que ça arrive assez régulièrement. Et donc, on a pu voir venir cette augmentation de prix. C'est pas nouveau, on le sait. Enfin, ça aurait pu être budgété, ça aurait pu être réfléchi. Bon, voilà, ici, on entend par rapport au parcours santé. Alors, si je prends par rapport puisqu'on va peut-être englober les autres points directement, par rapport au parc de Dobbelair, oui, il y a eu augmentation, on est bien d'accord, on l'entend bien, mais il y a eu 26 ou 27 avenants, donc cette augmentation, elle n'est pas nouvelle, ça pouvait se réfléchir et s'anticiper, ça pouvait être mis au budget, oui, quand même un peu, en tout cas pas au point d'être une urgence absolue, il y a des marchés là qui tiennent encore pour 6 mois, donc voilà, on ne comprend pas toujours bien. Je prends la rue Henri Loriot, ça fait des mois, des années qu'elle est dans cet état, elle n'est pas fermée, elle est praticable, donc il n'y a pas de raison impérieuse. Et donc, voilà, nous, on ne comprend pas trop bien et on n'est pas tout à fait d'accord avec cette façon d'invoquer cet article-là, parce qu'encore une fois, pour nous, gouverner, c'est prévoir. C'est pas facile, on est bien d'accord, mais c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Et ceux qui le font sont tenus de bien le faire. Et donc, voilà, de nouveau, on a cette impression que tout a été décidé en collège et que nous, on le sait bien, on est en minorité, c'est de toute façon vous qui décidez, mais même les conseillers de la majorité, finalement, ils sont mis devant le fait accompli. Et donc ça ne nous semble pas le plus correct en termes de gestion et de qualité de gestion pour un groupe qui revendique la transparence, voilà. Et de nouveau, nous, ce qu'on demande juste, et on ne va pas bloquer pour le plaisir de bloquer, de toute façon, c'est rien bloqué, on demande un respect strict de la légalité des actes afin de s'assurer que la majorité, que vous vous conformiez aux règles établies et que vous n'abusiez pas de mécanismes dérogatoires. Voilà. Et donc, à ce propos-là, nous, on se réserve toujours aussi le droit de demander un petit peu aussi si ça est bien conforme à l'article L1311. 13.11.5. Oui, après, je pense que le château de Dobbelair, à mon avis, c'est le mauvais exemple en termes de prévisibilité, justement, mais je vais laisser Mathieu répondre à ça. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Donc, ça doit rester exceptionnel et ça ne doit pas devenir la règle. Par rapport au château de Dobbelair, j'ai reçu le 19 décembre la prévision dont on parle ici. Et donc, moi, je veux bien beaucoup de choses, mais nous avions déjà prévu à l'initiale 2025 325 000 euros de budget complémentaire lié aux états d'avancement. Et je vais revenir plus de manière spécifique sur le château de Dobbelair, parce qu'il y a toute une démarche à avoir globale pour essayer de sauver les meubles dans ce dossier. Et c'est vrai qu'en fin décembre, le conducteur des travaux, suite à ces réunions avec
nous annonce quasiment 500 000 euros supplémentaires. Il a fait une blague ici, d'où ça vient, etc., etc. Donc, il est venu en collège, il nous a expliqué, etc. La seule chose, c'est que si tu ne payes pas l'état d'avancement, tu payes les intérêts de retard. Donc, en faisant ça, on protège finalement la commune et les deniers publics de payer des intérêts de retard sur des états d'avancement supplémentaires. Et je vais revenir après par rapport au château de Bel-Air, parce que ça vaut la peine quand même de s'attarder dessus, parce que c'est un gros dossier. Par rapport au dossier Jean-Baptiste Loriot, en fait, le marché a été... Quoi ? Henri, pardon. Le marché a été attribué... On a reçu les offres de marché au mois de septembre. Au mois de septembre, on nous annonçait des budgets complémentaires par rapport à Henri Loriot. On avait prévu un budget d'1 990 000 euros. Et on nous dit, ah non, ça va coûter beaucoup plus cher, etc. etc. Et c'était de nouveau 300 ou 400 000 euros supplémentaires. Je dis, moi, hors de question, on reste dans notre budget. Vous m'avez déjà eu une fois avec le château de Bel-Air, vous n'allez pas encore faire cette histoire avec Henri Loriot. Finalement, on a dit, il faut retravailler le dossier, vous devez regarder si la SPGE ne sait pas mettre des montants supplémentaires, et vous avez remarqué ici qu'au départ, la SPGE mettait 200 et des 1000 euros, maintenant ils sont à 335 000 euros. Et donc, on s'est tâté avant d'attribuer pour trouver une solution budgétaire. Une fois qu'ils ont diminué la part communale supplémentaire qu'il fallait mettre, on s'est dit, il faut attribuer. Sauf que ils sont venus avec la solution au mois de janvier, okay, et que le dossier a été déposé au mois de septembre. Okay. Et donc, ce qui veut dire, c'est que si tu n'attribues pas à ce moment-là, les offres ne sont plus bonnes, avec un risque d'augmentation du prix des matériaux, et que finalement, l'effort qui a été demandé à la SPGE, en fait, on a négocié avec eux pour qu'ils payent plus, en disant, il y a des travaux que vous nous faites payer, etc. Donc, ça demande du temps. Et avant d'attribuer, on a essayé de diminuer le montant de la commune. C'est pour ça que, pour un montant de, finalement, plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires, on n'a que 115 000 euros à l'attribution supplémentaire. Et donc, en faisant ça, en ayant perdu un peu de temps, eh bien, on a fait gagner de l'argent à la commune. Et effectivement, on s'est dit, merde, on est au mois de janvier, si on n'attribue pas maintenant, eh bien, il faut relancer un marché, et être reparti pour la gloire en se disant, finalement, il va encore avoir une révision des prix, etc. Et donc, si je parle de Henri Loriot comme ça, vous avez tous les chiffres exacts. Le montant d'attribution était de 2 111 euros, et le montant qu'on avait mis dans notre budget était d'1 996 000. Et donc, nous payons, en fait, la différence entre ces 115 000 euros. Mais le montant total des travaux qu'on a négociés avec la SPGE est de 335 000 euros supplémentaires, de 2 111 000 euros. Donc, les travaux globaux coûtent 2 447 000 euros. Donc, globalement, avoir fait ça a permis de ne pas payer d'intérêt de retard, et donc d'avoir les meilleurs prix, pardon, c'est pour l'autre, d'avoir les meilleurs prix, et deux, que la SPGE paye plus. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a dû appliquer ça. Parce que si on n'attribuait pas, bon, on était reparti pour la gloire, et peut-être que j'aurais eu peut-être un bon point de ta part en disant tu as respecté le budget, je serais passé en MB, mais j'aurais fait perdre les prix qu'on avait eu dans le marché des prix de septembre, et je serai à des prix maintenant de mars ou avril. Et donc, il y a tellement une grosse différence, et on l'a vu dans le château de Bel-Air. Ce qui me permet de parler du château. Pour le château, comme un élément, parce que, à mon avis, les conseillers ne voient pas clair, parce que nous-mêmes, on a eu du mal à voir clair dans ce dossier. Ce dossier, on ne va pas se mentir, c'est ultra budgétivore. Et donc, on a essayé de trouver des solutions, et c'est pour ça qu'il y a un point qui a été ajouté en urgence. L'acquisition, 1 100 000 euros. Le montant de l'attribution des travaux, donc l'L1 et l'L2, c'est 2 483 000 euros, auquel il faut ajouter 18% d'honoraires d'YTech. Donc, on a 2,9 millions. Ça, c'est ce qu'on avait approuvé entre nous il y a 3 ans, je pense, et pour lesquels on avait une rentabilité, entre guillemets, un amortissement sur 25-30 ans avec des loyers de logement d'insertion. Ensuite, YTech, récemment sous étude, des coûts, des choses qu'ils auraient pu voir au début des travaux, mais qu'ils n'ont pas vu, et qu'on ajoute plus ou moins 1 million d'euros d'avenant. Donc c'est 1 035 000 euros en tout. Et en plus de ça, il y a la révision des prix. Donc
un calcul qui est dans les marchés publics, 619 000 euros de révision des prix. Et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons. Donc ça veut dire qu'une brique qui coûtait 1 euro coûte maintenant 1,80 €. Donc là, tu ne sais rien faire, tu te la chopes, tu te la prends plein pot. Et en plus de ça, Orez nous a joué un petit tour de cochon, c'est qu'ils ont décidé de changer les règles, où au départ, on pouvait faire notre petite cabine Orez au niveau à l'extérieur. Près du château, ils ont voulu à l'intérieur, on a négocié, machin. Finalement, on a réussi à réduire un peu le prix, mais de nouveau, c'est une centaine de milliers d'euros qui n'étaient pas prévus dans le budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un budget qui était attribué à 2 483 000 euros coûterait 4 100 000 maintenant, auquel il faut ajouter 18% des honoraires IRETEC. Donc nous, pour l'instant, on va rentrer en conflit avec YTEC parce qu'on refuse de payer des honoraires entre l'attribution initiale et le coût final des travaux, parce qu'ils veulent nous compter 18% sur la totalité, hors de question. Et la deuxième chose, on s'est pris la tête pour savoir comment avoir des recettes tout en gardant le projet initial. Et d'ailleurs, c'est un des projets qui a été voté à 2/3, c'est qu'on a demandé au directeur financier et au directeur général de pouvoir faire des scénarios pour savoir, on s'est même dit, en fait, remboursons le subside, parce que le subside, qui était au départ de 900 000 euros et qu'on a augmenté à 1 600 000 euros, ça nous coûterait moins cher de rembourser le subside et de louer à prix du marché que de devoir maintenir un loyer à 200 ou 250 euros et avoir le subside. Juste pour votre petite info, si on garde les 23 logements en insertion au loyer moyen de 300 euros, parce qu'il y a des gens, il nous faut 48 ans pour rembourser notre emprunt. Ça, c'est hors de question. Ça, parce que ça veut dire que dans 25 ans, on doit déjà réinvestir là-dedans. Donc, ce n'est pas de la bonne gestion de faire ça. Et donc, finalement, on a beaucoup discuté avec Gigi, et avec le collège, et avec d'autres, avec le directeur financier, le directeur général. Finalement, on a essayé de trouver un mix. On a rencontré l'administration, on a eu un contact avec le cabinet Neven. Ce serait de garder les 11 logements actuels, qui sont des logements d'insertion qui sont liés aux revenus, 20% des revenus. Et donc là, c'est plus ou moins une moyenne de 300 euros le loyer. Donc c'est pas énorme, sachant qu'ils sont, j'ai encore vu un 2 chambres à 1250 euros sur la côté de Bruxelles, vous dire un peu qu'il y a vraiment une grosse différence. Par contre, l'autre idée était de se dire, on a eu la remarque comme quoi mettre que des logements d'insertion là-bas pourrait être considéré comme une guillotinisation du château. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne revendrait pas l'aile ou est-ce qu'on ne donnerait pas à l'AIS, etc. Finalement, on a eu un contact avec l'AIS, avec Jean-Jacques, via ces contacts là-bas. Et ils sont d'accord de reprendre en gestion les 12 logements qui vont être disponibles à partir de mars. Et là, on sait mettre des loyers toujours en deçà du marché, mais qui permettent d'avoir un meilleur minimum de rendement. Je n'aime pas parler de rendement parce que notre but n'est pas d'être rentable, mais notre but c'est de quand même faire en sorte qu'on rembourse la chose sur notre emprunt. Et donc là, un logement, une chambre sera 590 euros, un logement 2 chambres 690 euros, et un logement 3 chambres 780 euros. Un peu plus. Quoi? Un peu plus. Ah, un peu plus, 790. Et donc, l'idée c'est d'avoir un loyer abordable, mais qui est un mix. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lancer un appel à candidature ici, après le conseil, la décision de principe de donner en gestion les 12 logements à l'AIS. Ce qui fait aussi que nous, on retire une pression, parce que moi, on m'a demandé du personnel supplémentaire pour gérer encore 12 logements. Je dis, les gars, moi, à un moment... Et donc, l'AIS est d'accord de gérer les 12 logements, de pouvoir mettre un public qui nous est cher, parce qu'on a lancé l'appel à candidature pour le logement d'insertion pour 12 logements. Il n'y a que des gens en dehors des Bonvillers. Mais notre but, ce n'est pas de créer du logement pour les gens en dehors des Bonvillers. Notre but, c'est de faire revenir des gens de 25 à 35 ans ou des personnes qui ont des loyers trop chers et qui puissent venir. On vise des jeunes, des familles monoparentales, des personnes qui ont une petite pension mais qui ne savent pas joindre les deux bouts, mais qui sont juste un peu trop riches pour être trop pauvres et donc être dans les conditions de revenus. Donc l'idée, c'est qu'on va relancer un appel à candidature, et ce n'est pas nous qui allons attribuer les marchés, les logements, on va les envoyer vers l'AIS, ils vont faire
ils vont faire comme d'habitude, donc ils vont essayer de ne pas déraciner les gens, ils vont essayer d'avoir un mix entre les gens. Par contre, les gens devront payer un loyer plus ou moins normal. Allez voir les logements, ceux qui ont fait le tour le 25 janvier, ces logements sont super. On est parti pour 25-30 ans. Et donc en faisant ça, donc une aile insertion, une aile logement AIS, on rentabilise l'emprunt sur 26 ans. Et là, ça devient un peu plus supportable sur les budgets de la commune. Ce que nous devons aussi faire, c'est avoir un accord du gouvernement wallon qui accepte qu'on maintienne le subside et qu'on donne la gestion à l'AIS. Je rappelle que ce subside, il date de 2012. Et donc les prix de 2012, donc c'était 60 000 € le logement qu'on recevait, et 65 pour deux chambres et 70 pour 3 chambres, quelque chose de genre. C'était les prix de 2012. Mais on est en 2025, et donc on arrive à une telle disproportion. Donc voilà. Si jamais le gouvernement wallon ne veut pas, ce que je doute parce qu'ils ont tout intérêt, alors je pense qu'il faudra vraiment se poser la question de savoir si on ne loue pas au moins une aide le plus chère possible pour pouvoir avoir cet effet de balance. Ce ne sera pas difficile à louer. S'il te plaît ? Ce ne sera pas difficile à louer. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on arrive à toucher des bons Villersois. Parce que les logements d'insertion qu'on a eu ici, sur les 11, on a eu 5, 6, 7 bons Villersois dans ces eaux-là. 4 personnes qui viennent de l'extérieur. Et ici, on n'avait que des gens de Farciennes, Manage, etc. Alors, je n'ai pas de souci avec ces gens-là. Mais notre but, c'est de faire en sorte que les jeunes ou des personnes puissent... on ne met pas autant d'argent public pour... et communal surtout, pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et donc, il va y avoir un appel à candidature. Et on espère avoir le vide locatif le plus faible possible pour qu'en avril, on puisse remplir cette L2, donc les 12 logements qui sont là. Et alors, on n'est plus à 48 ans de remboursement d'emprunt, mais de 26 ans. Donc on aurait... Et alors, l'AIS, j'ai oublié de vous dire, c'est un loyer assuré. Donc on n'a plus de vie... À partir du moment où ils ont la gestion, ils n'ont plus... Et alors, si on va plus loin, ils seraient d'accord, mais pour l'instant, ça n'a pas été retenu, ils seraient d'accord de même reprendre les 11 autres logements. Mais pour l'instant, on trouve ça bien d'avoir de l'insertion et de l'AIS, de mélanger le public et d'avoir quelque chose où coexistent toute une série de tranches de la population. Oui, c'est bien déjà. Tu veux encore réagir, Marie-Cécile ? Juste, l'AIS ne pourra de toute façon pas dire préférentiellement on donne les logements à des gens des Bonvillers. Ça, c'est pas vrai. On essaye toujours de ne jamais déraciner les gens. Donc, oui, j'entends bien, mais voilà, il faut qu'il y ait suffisamment de demandes, etc. Évidemment, on ne va pas laisser un logement vide 2 mois. Non, mais vous ne pouvez pas non plus faire passer quelqu'un prioritaire si d'autres ont des critères qui répondent. Il faut correspondre d'abord au logement, on ne met pas une famille de 5 avec un machin. Tout à fait. Pour les logements je veux dire, on ne peut pas dire ce ne sera que pour des bons Villersois. Ça, on ne sait pas. Non, c'est possible qu'il y ait... c'est pas garanti. Mais bon, ça, c'est pas grave qu'il y ait 2-3 personnes. Mais voilà. Et alors, un élément important, les gens qui vont payer le loyer, ils payent 8% supplémentaires. Et l'AIS ne va pas demander des coûts au propriétaire qui est la commune. Généralement, l'AIS, quand il y a un logement AIS à la commune, sur la commune, même si c'est un privé, l'AIS on envoie une facture de plus ou moins 500 € par an de frais. Donc même s'il y a un privé, de frais par logement. Voilà. Et donc ici, il n'y aura pas de... Mais ici, je vais revenir, tout ça est bien, et on ne critique pas les dépenses en tant que telles, je l'ai bien dit en commençant. Simplement, c'est la forme de la façon dont les décisions sont amenées sur la table, sur lequel on n'est pas d'accord. Et donc, on peut parler des logements AIS, des logements d'insertion très longtemps. On n'est pas contre les projets et on ne dit pas que l'argent est mal dépensé. On dit juste que dans ce cas-ci, tu l'as dit notamment pour un des points, tu as eu les décisions en décembre. On aurait déjà pu passer ça en janvier, alors au conseil communal. Enfin voilà. Donc, pour nous, encore une fois, l'invocation de cette région impérieuse nous semble un peu limite. Et donc, on n'estime pas que ce soit le parfait respect de la légalité, de la façon de procéder. Voilà. Ok, alors, mais s'il n'y a plus d'autres remarques, et comme tu l'as proposé, Marie-Cécile, de voter les... Oui, vas-y. Je voulais juste ajouter un tout petit complément au débat qui vient d'avoir lieu. Au moins, il y a quand même un principe qui est la motivation formelle des actes administratifs. Si je peux vous inviter à
accentuer le trait par rapport à la motivation qui ramène à l'urgence. Parce que dans certains projets de délibé, ça ne se retrouve pas beaucoup. Ok. Quand il est simplement mis, par exemple, pour la rue Henri Loriot, étant donné l'état de la rue qui doit absolument être réparée cette année, alors qu'on sait bien que cette rue, c'est la conséquence d'un chantier qui a eu lieu à l'intérieur d'un îlot, et qu'on s'engage depuis, je vais dire, la mise en place du PCA, de prévoir la réfection de la rue une fois que l'îlot est terminé, et que, au niveau motivation, effectivement, il n'y a pas eu de signal d'alerte comme une fermeture de voirie, comme l'a dit Marie-Cécile ou quoi, donc qui donne à penser qu'il y a une situation gravissime. Je pense qu'un conseil positif, c'est d'accentuer le trait sur les motivations qui justifient l'urgence et qui justifient l'utilisation du L1311.5. Sinon, je vais dire, vous donnez le bâton pour vous battre, excusez-moi l'expression. Je pense que l'urgence, elle doit être développée par rapport au préjudice évident que la commune subirait si la décision n'avait pas été prise à temps et pour le compte du conseil par le collège. Et là, je pense que Mathieu vient de nous en faire une démonstration évidente. Et je rappelle aussi que l'urgence, elle sous-entend deux phénomènes, des éléments imprévus. Or, malheureusement, on sait que quand on commence un chantier, les hausses, surtout dans la période qui est celle-ci, on sait bien qu'on se les ramasse dans la figure. Comparaison n'est pas raison, mais on peut quand même regarder ce qui s'est passé avec la guerre de Mons. Mais je répète, comparaison n'est pas raison. Et donc, une urgence, c'est la notion d'imprévisibilité et c'est aussi la notion de circonstances impérieuses. Donc, il y a les deux. Donc, je vous invite vraiment à forcer le trait par rapport aux motivations qui accompagnent les délibérations. Merci. Merci pour moyennant l'ajout de reformuler le côté impérieux des choses, de l'urgence. Tout ça est tout ouvert. On travaille en fonction de ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc, pour l'objet 13, donc ça c'est le parcours santé. L'objet 14, non c'est pas le 14, l'objet 15, pardon. Rénovation du château de Belair, l'état d'avancement 26. Il y a l'avenant numéro 9 au château de Belair, ça c'est l'objet 16. Et puis il y a, effectivement, on en a parlé, donc la rue Henri Loriot, les travaux d'égouttage et d'amélioration. Moyennant la... C'est bon? Oui. Okay. Je vous préviens déjà qu'il y aura les chiffres que je vous ai donnés là, il y aura aussi l'avenant 10 et 11 qui viendront au prochain conseil, puis sera fini. Voilà. Mais on fera attention à la motivation. C'est la même motivation, c'est qu'on a dû la payer, mais qu'elles sont arrivées en... Oui, mais il y a moyen de forcer le trait quand même. Mais là où j'insiste, c'est qu'encore une fois, on entend bien tout ça. Simplement, tout ça permet de ne pas devoir mettre tout ça au budget. Et donc, c'est une façon, toutes ces dépenses... Vous rentrez dans le compte, mais non. Mais quand le budget était sorti fin décembre, les ajouts, voilà. Si tu penses qu'on a fait, il n'y a pas de volonté du tout. Je n'ai pas de procès d'intention. Je dis juste, je trouve que c'est important de penser à cette notion d'urgence, comme l'a dit M. Ward, pour tout ça aussi, parce qu'il y avait des implications avant. Et comme l'a dit M. Ward, l'augmentation du coût, on le savait quand même. Oui, mais c'était déjà prévu ça. En fait, moi, je vous ai fait un truc global. Ce qui est arrivé ici, c'est des coûts supplémentaires arrivés fin décembre. 500 000 €, j'étais moi-même surpris. Voilà. Et pour rassurer tout le monde, donc ces montants seront bien inscrits en modification budgétaire, dès la plus proche modification budgétaire de 2025. Donc ça, c'est aussi important. Ok, donc l'objet 13, 15, 16 et 17, Mathieu. Oui. 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 Non. 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 Oui. 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 Et oui. Donc le petit objet 14 qui s'était glissé, marché de travaux pour la fourniture d'installation de 2 nouvelles chaudières au gaz, Jean-Jacques. Oui, chaudières au gaz qui seront installées au numéro 1, ici au numéro 9 dans le fond, service travaux. Nous allons passer au gaz plutôt qu'au mazout. Si je peux me permettre, j'avais juste une question technique par rapport au marché chaudière-gaz. Est-ce que, étant donné la présence de panneaux photovoltaïques, les efforts en isolation, etc. Pompe à chaleur. Ouais, vous n'étudiez pas la possibilité d'une pompe à chaleur? Si Louis a fait l'étude. Parce que quand on voit,
le prix du gaz qui fluctue, mais qui augmente et qui est... C'est pas rentable. Et c'est pas rentable. Non, il a fait l'étude, je me souviens. Il est venu présenter ça il y a longtemps. Oui, parce qu'en fait, de mémoire, les panneaux ne suffisent pas à compenser déjà les consommations électriques maintenant. Et donc, si on rajoute les pompes à chaleur, c'est... Ça a été pensé. Ouais. Ok, merci. Mathieu, l'objet 14. Oui. 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 Et alors, on peut passer à l'objet 18, organe de consultation du bassin de mobilité de Charleroi, l'OCBM. Et donc là, c'est la désignation d'une personne proposée par le collège, à savoir Jean-Jacques Allard, pour représenter la commune au sein de cet organe, donc qui émet donc des avis sur initiative ou sur demande concernant toute une série de recommandations sur les transports dans le bassin donc mobilité de Charleroi. Voilà, si c'est ok. Mathieu. Quoi, pardon ? Oui, c'est vrai, c'est une prise d'acte. Comme il n'y a pas d'autres candidatures. Juste une question, c'est là qu'on discute alors des réseaux de bus, etc. Mais il y a un frein dans ce dossier. Non, mais c'est... Voilà. Mais oui. Merci. Voilà, donc prise d'acte. Objet 19, donc c'est le patrimoine communal. Ça concerne le patrimoine communal et donc... Il n'y a qu'une candidature. Il y avait, oui, pardon, j'ai pas bien expliqué. Désolée. Donc avec une candidature, donc c'est une prise d'acte, il n'y a pas de vote. L'objet 19, donc ça concerne le patrimoine communal et l'acte de vente entre le CPS et la rue Jean-Baptiste Loriot, le magasin social. En fait, c'est la modification de l'acte parce que donc l'acte à la base, donc qui est déjà passé, je ne sais plus, mais au mois de septembre, il y a quelques septembre 2024. Voilà. Comportait donc 2 conditions suspensives liées à l'obtention des différents subsides. Hein. Donc à la base, il y avait le PCDR pour la commune et le plan de relance pour le CPS. Et donc la modification de l'acte ici vise à supprimer la condition relative au plan de relance, puisque le projet a évolué et que le subside plan de relance ne va plus être demandé pour ce projet-là. Et donc voilà, c'est pour modifier, parce que c'est vrai qu'après, si ça reste dedans et qu'il n'y a pas d'obtention de subside du plan de relance, ça bloque tout. Et donc c'est évidemment pas l'objectif de tout bloquer. Voilà, moi je vais juste rajouter à titre personnel par rapport à ce point-là que vu toute l'énergie que j'ai mis dans ce projet et toute la conviction que j'y mettais, je m'abstiendrai par rapport à ça pour rester fidèle à mes convictions. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Oui. Ah pardon. Oui, évidemment, vas-y. Oui. 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 Et abstention. Objet 20, c'est l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire dit défunt. Je ne vais pas parler de quoi, je ne sais pas si je dois rien détailler de plus. Voilà. Oui, c'est bon ? Ok. Mathieu. Oui. 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 Et oui, l'objet numéro 21, c'est les communes. Pardon, il y a encore les deux points U, j'avais oublié, pardon. Le château d'Aubelair, on en a déjà parlé aussi, c'est donc le mandat de gestion, c'est par rapport à la gestion AIS des 11 logements dont Mathieu parlait tout à l'heure. Tu veux encore faire un complément par rapport à ça ? Mais juste, donc comme vous l'avez découvert en séance, donc on mandate l'AIS, donc l'AIS c'est l'agence immobilière sociale pour la gestion des 12 logements, et on donne les modalités de gestion au collège communal. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on passe pas les modalités de gestion ? C'est parce que si on attend le conseil communal du mois de mars, on perd un mois de location. Et donc par contre, moi ce que je m'engage, c'est une fois que le mandat de gestion est passé, passer au conseil communal avec. Je n'ai pas de souci par rapport à ça.
Du coup, on avait passé un règlement d'attribution au conseil communal par rapport au logement d'insertion. Mais on retire les L2, fatalement, vu qu'ils seront soumis au règlement lié à l'AIS. Et l'article 3, c'est une conséquence, c'est que le champ d'application du règlement d'attribution ne vaut plus que pour les 11 logements d'insertion mis en location et plus l'L1 et l'L2. Donc voilà. Ce qui permet alors d'avoir les 26 ans dont je vous ai parlé tantôt. Il y a encore des réactions par rapport à ce point? Oui. Je voudrais juste suggérer par rapport aux explications que tu as données, au niveau des CLSP, on parle de loyer d'équilibre pour certains logements. C'est un petit peu ça le but qui est recherché ici. Oui, c'est ça. C'est un loyer d'équilibre, donc pour éventuellement le mentionner, c'est un vocable qui revient souvent, je vais dire, dans certains choix. Ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà. Et même dans le futur, ils essayent de mettre des loyers chauds, des loyers froids. Donc des gens qui ont tout isolé, qui ont des panneaux photovoltaïques, qui puissent payer un peu plus. Ce qui est le cas ici. Hein. Donc ici, ils ont panneaux photovoltaïques, ils ont tout. Et isolé, PFBA. Ok, donc s'il n'y a plus de réaction pour ce point-là, je propose qu'on vote. Mathieu? Oui. 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 Et oui. Point urgent suivant, c'est l'interpellation citoyenne du 2 février 2025 sur les politiques environnementales, sanitaires et économiques. Monsieur Ratadi, vous pouvez venir vous asseoir. Et puis vous avez les... Oui. Donc je rappelle juste les règles par rapport que vous connaissez, mais que je rappelle quand même pour les personnes qui nous regardent. Donc c'est maximum 10 minutes d'interpellation et alors vous devez vous en tenir à ce que vous avez envoyé dans les délais pour cette interpellation citoyenne. J'ai une question dans l'interpellation. On ne peut pas mourir idiot. Pourquoi est-ce qu'on accorde l'urgence à une interpellation citoyenne? Il n'y a pas un délai de dépôt pour la question? En fait, oui, M. Ratadi l'a juste mis dans le délai, mais par contre, le temps que le collège déclare la recevabilité, on se trouve dans une situation d'urgence. Je peux peut-être dire en parallèle que M. Ratadi avait demandé des rajouts à sa question, ce qui n'était pas possible, donc on lui a laissé la possibilité soit de maintenir sa question initiale et de la poser aujourd'hui, soit de la postposer au mois de mars. Et il m'a confirmé aujourd'hui qu'il souhaitait maintenir sa question initiale, qui était déclarée recevable. Ce qui fait que ça se fait un peu dans la précipitation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie le conseil le vendredi, on reçoit la nuit de vendredi à samedi, et alors le collège a lieu le mardi, et donc doit avoir lieu. Et donc on a renvoyé à M. Ratadi, mais M. Ratadi a voulu faire des éléments supplémentaires, on lui a demandé s'il venait ou il ne venait pas, on a reçu une information aujourd'hui. Et donc si on avait su plus tôt, alors on aurait envoyé les informations. Tout à fait. Je vous remercie, c'est exact. On vous écoute. Et donc, avec Mme Jurison, elle avait effectivement spécifié, elle m'a demandé si j'étais d'accord, ben, ça restait comme ça, et si j'avais des choses à modifier, de le signaler. Et comme je n'ai rien modifié, j'ai considéré que c'était accepté. Voilà, donc ça c'est un peu la confusion au niveau administratif. Et je remercie Monsieur le Directeur Général pour la discussion qu'on a eue cet après-midi à ce sujet-là. Voilà. Et pour le collège d'avoir accepté aussi l'interpellation. Donc effectivement, je ne vais pas aborder les sujets que j'avais nuancés séparément. Et je vais rester sur la demande initiale. Et s'il en est besoin, ben je le reprendrai ultérieurement. Ou bien sous forme d'interpellation communale, ou bien en échange avec les échevins. Voilà, donc je me permets de rappeler que je n'ai aucun conflit d'intérêt financier, ni d'ordre religieux, ni moral, ni secret, ni discret. Le seul objectif poursuivi par mes démarches est bien le bien commun, l'intérêt général et collectif, le nôtre, le vôtre, autant que celui de la population que vous représentez. D'autres ont prêté serment, mais c'est un autre sujet. Pour l'instant, les avertissements liés à la désinformation, à l'inversion de certaines valeurs, ne sont pas spécialement considérés. Je veux dire par là,
qu'il y a pas mal d'informations, évidemment, prises par des institutions à des niveaux supérieurs et qui ne sont pas communiquées de manière transparente et qui ne sont pas reprises. Et je m'intéresse moi particulièrement à tout ce qui se passe au niveau européen, au droit européen, voire à un niveau supérieur. Et qui impacte ou impactera ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, même dans le village de Bonvillers. Donc alors j'ai repris par rapport à la question. Au vu de votre position, quelles initiatives concrètes en termes de solutions ou de propositions de solutions administratives, théoriques et pratiques ont donc été ou pourraient être prises par notre commune pour tenir compte des quelques fortes préoccupations environnementales, sanitaires ou économiques mentionnées ci-après, que je reprendrai et que je vais lister juste après, et relevées publiquement durant ces 5 conférences et dans nos interpellations formelles et relatives, et ce, afin de soutenir le maintien de la qualité de vie environnementale des villageois, de la qualité d'un service public local tenant compte de la dignité humaine à l'égard de ses concitoyens. Ce n'est donc pas qu'une question philosophique, mais très factuelle, impactant notre vie quotidienne, passée, présente et future, proche ou à long terme. Je vais commencer par une nouvelle qui me semble... donc, dans les différents points que j'avais abordés, je vais commencer par le dernier qui me semble très intéressant. Au niveau des bibliothèques, les bibliothèques sont effectivement des lieux relativement importants et qui deviennent peut-être désertés. J'ai, en ce qui me concerne, pas mal d'ouvrages que je n'ai pas pu y retrouver. Néanmoins, j'en ai emprunté 8 récemment, donc 4 très intéressants, et que j'invite publiquement les différentes personnes à effectivement s'y intéresser, notamment l'ouvrage de Harari, Sapiens. Harari, c'est quand même le bras droit de M. Schwab, qui préside le Forum économique mondial à Davos. La stratégie du choc de Noémie Klein, c'est le livre que j'ai là-bas, la montée d'un capitalisme. Et 3, le livre de Marcel Sell sur le diable de Bardot-Wever, c'est la biographie de Bardot-Wever, très intéressant pour son passé. Maintenant, je vais reprendre les différents éléments dans l'ordre dans lequel je les ai présentés. Pour la santé rurale, présentée par M. Kopiters le 22 février 2024. J'avais déjà donc l'occasion de signaler qu'il y avait certaines contradictions qui avaient été relevées. On a déjà parlé ensemble des antennes, des problèmes des antennes 5G et des mails que vous avez reçus et de la documentation à ce sujet. Vous y avez répondu. Les courriels d'avertissement également à ce sujet. Les conférences sur les ondes qui ont eu lieu, les conflits d'intérêts de l'ordre des médecins qui n'ont pas été spécialement appelés en interpellation communale, mais qui avaient bien été énoncés et reconnus par M. Kopiters, qui est maintenant comme un ministre de la Santé, celui de l'OMS reconnu publiquement également. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que ces institutions sont parfois des références en termes de décision et qui nous impactent au niveau transversal depuis l'Europe jusqu'en passant par le fédéral, le régional et le communal. Où je signale également que la loi pandémie est toujours d'actualité avec les décrets relatifs qui ont été votés dans la plus grande indifférence au niveau médiatique. Hier, dans les différents points qui ont été relevés, je vais passer certains détails et passer donc l'atelier et la présentation de la démarche sur la transition écologique. On a eu la chance au Bonvillers d'avoir pu participer à des conférences et des ateliers très intéressants sur effectivement l'aspect des empreintes carbone écologiques et la biodiversité. Il y en a eu quelques-unes en 2024 et encore récemment sur le CLDR, sur les empreintes carbone et sur les initiatives citoyennes la semaine passée. Le climat et la biodiversité, le titre était le suivant, plusieurs questions et contradictions techniques relevées dont le réchauffement climatique, l'ordonnance de mars 2024 sur les amendes, voire emprisonnement pour les maisons mal isolées, en oubliant de relever l'ensemencement, le cloud seeding, du ciel rappelé par des citoyens et sans évoquer la forte tendance aux villes dites 15 minutes. Alors tous ces aspects
ne sont pas abordées. Par contre, lorsqu'on pose la question au niveau du CLDLR qui présente des chiffres sur l'augmentation du carbone ou des empreintes carbone, ça fait maintenant déjà 6 mois dont les réponses ne sont pas argumentées, et des personnes qui sont ici dans la salle ont participé au CLDR en question la semaine dernière, et on a eu des promesses de réponse, sachant qu'il y avait quand même des personnes, des conférenciers de la région qui ne pouvaient pas y répondre également. Je trouve ça donc nécessaire, et même cela devient urgent, puisque toutes les dispositions maintenant qui sont reprises, et on parlait tantôt de l'installation du gaz, et où M. Wart a effectivement dit qu'il y avait d'autres dispositions qui devenaient nécessaires, voire qui seront imposées, puisque l'intention est quand même de ne plus avoir les chaudières ni au mazout, ni au gaz, et de passer carrément à l'électrique. Et on en reviendra à ce que j'avais proposé lors d'une interpellation précédente concernant les raisons que j'estimais peu justifiées concernant l'obligation du compteur intelligent. J'y reviendrai de suite. Alors, le compteur intelligent qui avait été abordé dans la salle communale, la personne, le présentateur que je ne connais pas, le conférencier, parlait de blackout, donc d'être attentif au blackout, et de l'épouvantail très médiatisé du réchauffement climatique, inondations passées et futures, la guerre en Ukraine, le diamètre des câbles électriques, et sans parler de l'ensemencement, ni effectivement des épandages, qui sont maintenant confirmés officiellement à travers les médias, peut-être pas de manière journalière et pas spécialement en Belgique, mais en Hollande, en France, en Angleterre, aux États-Unis, ni l'absence de problème avec les diamètres actuels, ni les coûts de la possibilité de la perte de contrôle par l'habitant. Donc toutes les raisons qui ont été évoquées, les inondations... Monsieur Ratati, je suis désolée, mais il vous reste moins de 2 minutes et on n'entend pas encore la question. La question, je l'ai posée en premier, j'ai commencé par là. Okay. Donc j'ai inversé. Dans l'introduction, j'avais tout expliqué en demandant la question à la fin. Okay. Ici, j'ai passé la question. Okay. J'arrive au bout. Et donc, par rapport à ça, pour moi, il n'y a aucune explication technique argumentée pour cette obligation de mettre des compteurs intelligents, sachant qu'il passe, on a déjà des visites de personnes dans la commune, et qui s'impose, quitte à prendre des photos des compteurs pour dire, etc. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des témoignages, des choses qui sont un peu étranges, sans rendez-vous, sans rien du tout. Ensuite, invoquer la guerre en Ukraine, alors que je confirme et je reconfirme que la Belgique n'achetait pas son gaz en Ukraine, ça passait effectivement essentiellement par la Hollande, l'Angleterre, et accessoirement la Hollande, mais surtout la Norvège, à plus de 70%. Et personne ne parle non plus que le gazoduc qui a explosé en 2022, ça fait l'objet d'un commentaire au Parlement fédéral, que effectivement, c'est bien l'Occident qui a fait exploser ce gazoduc. Donc quand on fait l'inventaire de toutes ces questions qui ne sont pas abordées et qu'on nous met face à nous des obligations tarifaires importantes au niveau spéculation énergétique, alors qu'on produit le gaz, ici on a la chance au Bon-Villers d'avoir effectivement Jérôme Breton qui produit, eh bien je trouve ça un peu étrange qu'on ne puisse pas aménager des choses, sachant que dans l'agenda des 6 ans du budget de Bon-Villers, on avait un dit proximité, et je comprends très bien que ce sont probablement des investissements importants, mais il m'est difficile de comprendre qu'effectivement que ça n'a pas été prévu au départ, même si c'est un projet d'il y a 10 ou 15 ans. Ok, merci, votre temps est écoulé, donc je vais proposer à Mathieu de répondre à... J'ai droit à combien de temps? Ah, tu as droit à 10 minutes aussi. Hein, mais tu prends, si tu prends moins, tu prends moins. D'abord, vu qu'on partage nos lectures, moi pour l'instant je lis La mort en face, Les morts ont la parole et entretien avec un cadavre de Philippe Boxeau. Je le conseille à tout le monde parce que ça, franchement c'est pas mal rédigé. Ça c'est pour la boutade que vous avez parlé de... J'ai pas entendu. Ah, je parlais des livres. Oui, ok. Vous avez parlé des livres que vous lisiez. Exact. Moi, j'ai aussi... Et je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Donc La mort en face, Les morts ont la parole et entretien avec un cadavre. C'est les 3 livres de Philippe Boxeau qui est un docteur connu liégeois, qui est légiste. Ça vaut la peine. Et franchement, ça détend. Donc voilà. Ça, c'était pour l'introduction. Bon, j'avoue, j'ai pas trop tout suivi.
Ce que j'ai retenu, c'est que vous vouliez savoir un peu ce qu'on allait faire au niveau environnemental, sanitaire et économique. En fait, vous allez être déçus de ma réponse, mais allez lire, vous allez relire la déclaration de politique communale qu'on a rédigée entre nous, qu'on a présentée au Conseil du 18 décembre. Il y a eu également, par rapport à l'environnement, il y a eu un focus à Orseldr, notamment vous étiez présent par rapport au PAEDC, vous avez pu poser toute une série de questions. Par rapport à la santé, vous avez vu ce qu'on essayait de faire, on a essayé de rapprocher la santé du niveau local et donc essayer d'avoir la première ligne. C'est pour ça qu'on a acheté une maison médicale là-bas, qu'on a, on a trouvé des subsides et des compléments de subsides pour pouvoir faire la maison médicale là-bas. On fait actuellement pas mal de conférences sur la santé. Il y en a une sur le tabac, il y en a eu une sur le burn-out. D'ailleurs, j'ai entendu vos exploits par rapport à cette conférence. Et par rapport à la santé, il y aura encore il y a le sport sur ordonnance, il y a je marche pour ma forme, il y a je cours pour ma forme, etc. Donc il y a toute une série de choses. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il est prévu d'avoir une note, mais vraiment uniquement sur la pratique sportive au niveau communal. Et au niveau économique, que dire par rapport à ça? Que c'est une compétence régionale et que on essaye de mettre en avant les choses positives et donc de mettre en avant le secteur économique. Et donc c'est pour ça qu'on passe dans le bulletin communal en mettant nos artisans en avant, qu'on a créé les petits déjeuners pour les professions libérales, qu'on a créé les apéros pour les professions libérales dans le but de consommer bon villersois. On a même essayé de mettre en place le caroleur, mais force est de constater que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, les commerçants n'ont pas adhéré. Donc voilà, pour l'environnement, je vous rappelle, il y a l'idée d'acheter une éolienne, d'isoler les bâtiments quartier par quartier, de terminer le bâtiment public, de terminer l'isolation, les énergies renouvelables sur les bâtiments ou dans les écoles qui n'en ont pas encore. Mais tout ça a déjà été dit plusieurs fois, donc je vous renvoie à la note de politique communale qui est disponible sur le site internet. Et voilà. Et alors pour les bibliothèques, je n'ai pas compris ce que vous disiez, mais en tout cas nos bibliothèques fonctionnent assez bien. Il y a des bénévoles qui sont aidés par la commune, où il y a une volonté de maintenir les bibliothèques par village, où il y a pas mal de BD. Par exemple à Frasnes, je pense qu'il y a 15 000 ouvrages ou 10 000 ouvrages, dont 3 600 BD. Et donc ça fonctionne assez bien, ça me profite pour en faire la publicité. Et il y a aussi une ludothèque à Villers-Perroin, où on peut aller louer 300 à 400 jeux à la ludothèque de Villers-Perroin. C'est ouvert le samedi matin. Voilà. Vous pouvez réagir pendant 2 minutes si vous voulez, M. Ratazzi. Je partage entièrement ce que vous avez dit. Donc, c'est-à-dire que sur tout ce qui est opérationnel, moi je n'ai vraiment rien à dire. Au niveau local, effectivement. Au niveau conférence, effectivement. Au niveau budget, effectivement. Par contre, ce qui n'est pas abordé, c'est les contraintes qui vont arriver. C'est-à-dire ce qui va se passer entre 4 et 6 ans. Dont on ne parle pas maintenant, qui concernent autant la santé que sur la partie environnementale, où j'ai expliqué également que, même sur le sujet des éoliennes, que c'était largement contesté et que pour moi ça fait l'objet effectivement d'un débat qui devrait avoir lieu à un moment donné, indépendamment des recours au niveau du Conseil d'État. Tout ce que vous avez dit est tout à fait cohérent par rapport à la politique budgétaire. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on entend ici, on entend que de tous côtés, les budgets sont serrés. Ce qui est tout à fait logique, parce qu'on connaît la situation, et c'est pour ça que le gouvernement a pris une décision et qu'on a retrouvé plus de 60 000 à 100 000 personnes dans la rue à Bruxelles ces derniers temps. Ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que personne ne parle des 66 milliards qui ont été égarés au niveau des subsides, où on ne sait pas où ils sont passés, officiels, 66 milliards, et voire plus de 300 milliards. Il suffit de regarder la parution, c'est Paris dans le soir. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'attire pas votre attention sur tout ça. Donc l'État commence à décider de prendre des décisions par rapport aux pensions, par rapport aux personnes les plus appauvries ou ce qui dépend d'allocations sociales, en cherchant 3 milliards, en enlevant 100 € par personne, en diminuant le montant des pensions sur certaines choses, et différentes allocations. Et d'un autre côté, on se demande où sont passés certains milliards, et je parle de 66 annoncés en janvier 2025. Donc si on ne tient déjà même pas compte qu'on a 66 milliards, je peux vous dire d'autres choses. Et par rapport à l'Europe, j'insiste aussi de manière officielle, on parle, je vais peser mes mots,
je ne veux pas utiliser le mot parce que sinon ça pourrait être, mais il y a quand même 1000 milliards. On est à 900, entre 900 et 1000 milliards. Donc le budget de la commune, il est de 15 ou 16 millions d'euros. Et on n'a rien à voir avec tout ça. La majorité n'est pas complotiste, la majorité n'est pas climato-sceptique. La majorité croit aux consignes publiques données par Sensiano. Donc voilà, tout ce que vous remettez en cause. Donc c'est pas trop... Okay, documentation officielle. Hein. S'il vous plaît, oui. Donc, monsieur le bourgmestre, j'insiste. Il n'y a rien du tout, le mot que vous avez utilisé n'est pas du tout à place, parce que moi, personnellement, je suis dans la profession expert comptable, je ne vais pas m'amuser à avoir des propos qui sont complotistes si ce n'est pas argumenté aux finances. Donc ça veut dire que je vous mets au défi et je veux bien le donner, je veux bien le partager avec tout le monde. Ok, maintenant votre temps est écoulé, monsieur Ratadi, merci pour votre interpellation. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir passer aux communications et questions. Vous me permettez? Mais non, votre temps est écoulé. 30 secondes? Non. Allez. Ok, communication et questions. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Ah oui, vas-y. Mais attends, tu dois m'appuyer sur le... Voilà. Je voudrais simplement remercier aussi Jean-Jacques pour la visite des bâtiments communaux, parce que ça nous a bien éclairé sur l'avancement des travaux et sur l'état surtout du château de Dobelair, qui a été quand même un héritage du MR et que nous assumons comme nous pouvons. Donc voilà, on a fait de beaux trucs, mais il n'y avait aucun MR qui est venu. Ça, c'est dommage, parce que vous auriez pu voir ce qui a été fait. Et c'était bien, voilà. Ça nous a fait beaucoup de bien. Merci. Merci. Ok. Merci, Philippe. Merci, on ne va pas commenter. Chacun peut faire un peu ce qu'il veut de ses visites. Et on a aussi l'occasion de visiter les endroits, peut-être parfois à d'autres moments. Je suis d'accord avec Château de Dobelair. Je propose qu'on ne commence pas à faire le compte de qui va où et qui fait quoi. Ce n'est pas très très utile, me semble-t-il. Mais voilà. Mais simplement, moi j'avais juste un petit divers par rapport à la rue de Sardameveline, que je pratique beaucoup. Et il y a souvent, donc, notamment nous, quand on doit appeler des services de secours pour le bâtiment dont je m'occupe là-bas, c'est pas toujours simple par rapport à cette rue-là. Et donc en discutant avec les gens un peu là dans le quartier, on se disait mais on n'a pas moyen de mettre des petits panneaux avec rue de Sardameveline de 1 à 25 à droite, 25 à 50 de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'entre le pont et l'autre partie de la rue, c'est toujours un peu compliqué. C'est déjà arrivé plus d'une fois que les services, après ils ont les GSM, on se débrouille, mais c'est parfois un peu triste. Alors, il n'y a pas eu mort d'homme, mais voilà. Je suis justement venu avec ça en collège, parce qu'on en a parlé cette semaine. Donc, mais pas de ton côté. Non, de l'autre côté, il y a un problème aussi, donc on est en train de revoir un peu. Je crois que c'est intéressant de le revoir sur les deux côtés, parce que de notre côté aussi, nous, notre bâtiment, en l'occurrence, il porte le numéro de son numéro de cadastre, et pas de son numéro de rue. Et donc, quand les services nous cherchent, ils sont presque à Sardameveline, alors qu'on est encore dans Frasnes. Enfin, c'est pour vous dire que c'est un peu compliqué. Il y a un autre problème aussi, c'est que la rue de Sardameveline devient Eutebourg, qui devient Sardameveline. Tout à fait. Oui. Côté, tout ça, c'est très compliqué. Et donc, faire ça, il faut le faire, surtout pour les services de secours. Sachez que faire ça demande de la concertation, parce que changer un numéro de rue et un nom de rue, pour les personnes qui sont impactées, c'est compliqué, parce qu'il faut changer les adresses, il faut contacter tous les organismes. Je pensais à un truc plus simple, comme il y a à Sardameveline, il y a plein de rues comme ça qui sont en 3-4 morceaux, et tu as juste des petites flèches qui te disent ce morceau-là est là et là. Mais voilà, c'est qu'une suggestion. Il y a une démarche qui est... J'ai demandé qu'ils viennent avec un point au collège qui nous présente. Oui. Sans polémiquer, je voudrais quand même donner une petite réponse à Madame le Couturier. Tout d'abord, ce n'est pas le MR qui a acquis le château de Dobelair, c'est une majorité communale qui a été composée du MR et du PS pendant 18 ans. Et le choix s'est donné à un moment donné d'avoir en face de nous des gens qui avaient un bien qui était vraiment au centre, au cœur du village de Frasnes-les-Gosty, composé d'une part d'un château historique, d'autre part d'un parc avec des espèces remarquables qui étaient juste à côté du complexe sportif communal. Alors, on ne refera pas l'histoire, mais ce sont ces choix-là. Il y a le château de Dobelair avec son parc. Il y a l'acquisition, souviens-toi Mathieu, des débats que nous avions à l'époque d'agriculteurs. Et heureusement qu'on n'a pas fait celui-là, parce que sinon on a encore 5 qui était
un investissement important, de mémoire c'était 650 000 euros je crois. 900 000 euros. 900 000 euros avec un subside de 800 à 2000 euros. Et donc c'était au départ, je dirais, un choix de focaliser les subventions au développement rural sur un gros projet, plutôt que de saupoudrer un petit peu partout des petits projets qui convenaient localement, mais qui ne rencontraient pas, je dirais, un objectif global. Aujourd'hui, force est quand même de constater que Agricoeur a permis la naissance d'une coopérative Épicœur, et donc que vous avez revisité avec l'héritage aussi de l'atelier rural qu'on a mis en place, et même si les occupants de l'époque n'étaient pas le meilleur choix, aujourd'hui, je vais dire, cet investissement en patrimoine permet de réaliser les objectifs portés par la majorité actuelle. Donc moi je trouve que ce mauvais procès de dire vous nous avez refilé un cadeau empoisonné, c'est pas très élégant. C'est un socle sur lequel la majorité actuelle porte son regard et investit dans des solutions intelligentes pour nos concitoyens. Et je pense qu'il faut accepter ce changement dans la continuité, mais avec aussi le fait que des gens sont passés avant, des gens passeront après, et ce sont les gens qui ont passé avant, qui, en commettant des erreurs, mais ont aussi pris leurs responsabilités pour transmettre un patrimoine avec lequel aujourd'hui on peut s'exprimer avec des projets pour la population. Je voulais quand même préciser ça, monsieur le bourgmestre. Merci de m'avoir écouté. Mais à refaire, on aurait pu aller chercher beaucoup plus de subsides au départ. On aurait pu aller chercher en développement rural 60% et puis aller chercher le budget. On aurait gagné 1 million d'euros. Je reconnais humblement que mon prédécesseur se définissait comme un subsidiologue et que mon successeur est également un expert en subsides que nous n'étions pas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des remarques ou des questions. Alors je vais passer à ma petite démarche positive que je voudrais mettre en évidence pour rebondir sur les mots positifs de Manu. Et donc parler de l'association LBV Up, dont vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux, et donc qui est une initiative de 2 commerçants bonvillersois qui ont décidé de se retrousser les manches et de se dire allez, réunissons-nous entre commerçants indépendants et aussi, et j'insiste parce que je sais que c'est important pour eux, entre professions libérales. Et donc si vous êtes commerçant indépendant, si vous exercez une profession libérale, eh bien n'hésitez surtout pas à les contacter. Donc ils ont une page Facebook LBV Up, donc LBV ça, voilà, et Up c'est UP. Et alors le but de cette association c'est quoi? C'est de faire du réseautage, donc de permettre aux commerçants et aux professions libérales de se rencontrer autour de, souvent ça va être d'une conférence ou d'un thème, donc il y aura un objet informatif, mais il y aura évidemment un objet réseautage, business, et avec l'objectif de dynamiser le commerce et la vie entrepreneuriale au Bonvillers. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très chouette. Et alors leur premier événement aura lieu le 13 mars prochain ici à la commune. Donc voilà, vous n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook. Donc peut-être 2 éléments par rapport à ça. Un, c'est pas ouvert, c'est ouvert à tout le monde. Donc il ne faut pas être franois parce que c'est 2 commerçants franois que donc les Melétois, les gens de Noyaux, Villersois, etc. Révois sont les bienvenus. Important. Vous devez avoir votre siège social, mais pas que. Donc ça veut dire que des gens qui sont liés au Bonvillers de près ou de loin peuvent venir. Voilà. Et alors, ce qui est un élément important, et je trouve que finalement le public a sa place, c'est grâce au fait qu'on a lancé les petits déjeuners, etc., qui se sont dit pourquoi on ne lancerait pas. Et maintenant, nous, notre but, c'est de se retirer de ça. On ne va plus organiser les conférences, les petits déjeuners, on va les aider peut-être pour la première. Et après, l'idée, c'est qu'ils volent de leurs propres ailes. C'est un peu comme les jeux intervillages. On a mis la main entre guillemets au portefeuille, on a mis des gens à disposition pour pouvoir lancer ça, et maintenant ça avance sans la commune. Et donc ça aussi, le but, c'est que le public est initiateur, mais on est dans le respect de la charte associative, et donc ce que le privé ou l'associatif fait bien, le public ne doit pas le faire. Moi j'ai une petite Oui, vas-y. Voilà, donc je voudrais juste intervenir sans réaction supplémentaire, mais je voudrais juste intervenir par rapport à la réunion que vous disiez de la CLDR, M. Ratadi.
j'entends que vous dites qu'elle ne savait pas expliquer ces points par rapport à la coordinatrice Polek. Juste pour que vous sachiez quand même que tous ces chiffres et tous ces tableaux qu'elle a émis sont des tableaux qui viennent du SPE, donc ce n'est pas elle qui calcule ces chiffres, pas du tout. Elle, son but à la commune, c'est uniquement de coordonner les actions. Donc voilà, et on parlait quand même d'un débat de ces chiffres pour 16%, et il y a plus de 80% qui viennent du logement et du transport, donc il y a plus à débattre à ce niveau-là qu'au niveau du... Voilà. Je voulais juste intervenir là-dessus parce que je suis d'accord. Elle a fait une belle présentation, c'était un peu compliqué, donc voilà. Ok, merci Émilie, merci d'avoir remis les pendules à l'heure. On peut clôturer la séance publique. Non, mais non, on va clôturer d'abord la séance publique, comme ça on dit au revoir. Vous pouvez... Juste rebondir par rapport à la CLDR. Non, ça doit être rouge en fait. Mais voilà. J'appuierai plus fort. Je dis pour rebondir par rapport à la CLDR, ok, mais c'est aussi quelque chose, on a compris que ça ne venait pas d'elle, on a compris que ça venait du SPE, mais je trouve qu'un minimum de préparation, voilà, je pense qu'à un moment, elle a été perdue, on a rebondi, on l'a soutenue par rapport aux questions qui... on a quand même expliqué des choses... que les gens demandaient, les questions qui lui étaient posées, on a quand même... voilà, mais c'est un débat, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être préparées différemment, d'autant plus si c'est des chiffres, et on l'a bien compris, qui ne viennent pas d'elle. Non, mais moi, on va arrêter cette discussion-là, on va discuter de ça en huis clos, mais on peut continuer en huis clos, il n'y a pas de souci, mais on va arrêter la séance publique ici. Merci au public, passez une bonne soirée.